Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Vous êtes députée EPR du Pas-de-Calais, ancienne ministre de la Transition écologique. Vous allez nous dire dans un instant si vous pensez, comme un certain nombre d'écologistes qui se sont exprimés, on les a entendus tout à l'heure, que le gouvernement avait mal anticipé cet épisode de chaleur inédit que nous vivons ces jours-ci en France et dont le pic est attendu demain. Mais d'abord, c'est l'heure de notre séquence vrai ou faux avec Louis Aubry. Bonsoir Louis. Bonsoir. C'est un classique à chaque vague de chaleur. Des internautes, plutôt du genre climato-sceptiques, remettent en question le choix des couleurs sur les cartes météo, Exactement. En gros, pour dire que les chaînes d'information dramatiseraient la situation. Exactement. En fait, à chaque fois qu'il y a une vague de chaleur, on voit fleurir ce genre de tweets sur les réseaux, et notamment des cartes qui sont censées montrer qu'en 20 ans, entre 2002 et 2022, l'écart avec les mêmes températures, les cartes sont devenues très rouges. Comprenez, les chaînes manipulent la couleur de la météo pour nous faire très peur. Alors déjà, il faut le dire tout de suite, ce tweet, il est malhonnête, complètement malhonnête. Le montage sur la carte du bas, on est sur BFM RMC, sur celle du haut, c'était F1, mais cette dernière ne date pas de juillet 2002 comme c'était présenté, mais de juin 2019, et c'était une date qui n'est pas masquée par hasard, c'était une date de profonde canicule, c'était assez important à le dire. L'internaute compare ici un moment exceptionnel, avec une température plus classique, et c'est important de le dire, il compare aussi deux chaînes avec des chartes graphiques qui sont complètement différentes. Ah, d'accord, donc il y a souvent cette critique sur les cartes de BFM TV qui paraissent très rouges. Oui, alors pour le coup, là-dessus, les journalistes météo de BFM TV ont reçu de nombreux messages d'insultes ces derniers jours, ils en ont parlé, des menaces même. En fait, leur couleur s'explique avec un petit point de méthodologie, c'est ce qui manque souvent un petit peu à certains comptes climato-sceptiques. À BFM, la couleur, elle est tout simplement basée sur l'écart entre les températures prévues et les normales de saison. Concrètement, plus les températures sont supérieures aux normales de saison, plus la carte est rouge, comme c'était le cas au cours des 3 derniers jours. Comme vous le voyez, on a eu des températures parfois jusqu'à 17 degrés supérieures aux normales. Sauf que le 15 mai dernier, avant cette canicule, on était plus proche des normales de saison. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça tirait vers le blanc. C'est important de le préciser, il n'y a aucune intervention humaine là-dedans. Les données de Météo France sont directement insérées dans un logiciel et la carte ressort avec des couleurs plus ou moins marquées. Et là, on comprend bien qu'avec ce système, un 35 degrés en mai, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça va paraître forcément beaucoup plus rouge qu'un 35 degrés en août, par exemple. La couleur, en fait, vise à montrer le caractère exceptionnel de cette température à un moment précis. Et c'est important, Louis, de ne pas comparer les chaînes entre elles, puisqu'elles n'ont pas la même méthodologie. Exactement. Et à France Télévisions, par exemple, on n'utilise pas du tout cette méthodologie. On en a discuté avec le service météo-climat. Chez nous, les couleurs correspondent en fait aux valeurs de température et ça fonctionne par palier. Par exemple, 25 degrés, une couleur, 30 degrés, une autre couleur, et ça varie pas de l'année. Donc cette fois-ci, pour reprendre le même exemple de tout à l'heure, 35 degrés en mai, ça ressemblera globalement à un 35 degrés en août. Donc pas de manipulation de la part des chaînes, mais un choix de méthodologie, un choix sur l'élément qu'on veut mettre le plus en avant. À France Télévisions, c'est plutôt sur la température. Chez certains de nos confrères, c'est plutôt par rapport à l'écart vis-à-vis des normales de saison. Un choix forcément qui a tendance à mettre plus en évidence le caractère exceptionnel des températures et le réchauffement climatique, ce qui a tendance à fâcher certains comptes climato-sceptiques. Merci beaucoup. Louis, on rappelle le rendez-vous avec toute l'équipe le samedi à midi. Et la rediffusion le dimanche soir à 20h. Agnès Pannier-Runacher, des journalistes qui se retrouvent insultés, menacés, parfois même sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont accusés de dramatiser la situation juste en diffusant les alertes météo. Qu'est-ce que ça dit selon vous, de cette époque? Ça montre la progression d'un discours populiste en France. C'est pas propre à la France. On l'entend évidemment aux États-Unis. La France est beaucoup moins climato-sceptique que les États-Unis. Mais néanmoins, c'est très grave de voir ces bulles, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui racontent n'importe quoi et qui attaquent de manière très agressive les scientifiques, les météorologistes. Moi, j'ai eu ce problème-là parce qu'on a eu quand j'étais en charge de l'écologie, on avait des prévisionnistes de chez Météo France qui étaient attaqués sur les réseaux sociaux alors qu'ils essayaient tout simplement d'expliquer, de vulgariser la situation, d'expliquer qu'est-ce que le dérèglement climatique, quel est le phénomène qu'on traversait au moment où on le traversait. Souvent, évidemment, des phénomènes extrêmes, soit des inondations, soit des chaleurs extrêmes, soit des sécheresses. Et ça doit surtout ne pas nous faire détourner les yeux de la réalité. Donc moi, évidemment, j'apporte tout mon soutien aux météorologues, à la fois journalistes et ceux qui sont chez Météo France. Mais surtout, il faut maintenant regarder comment on prend en main ce dérèglement climatique sans tomber
dans la panique, sans tomber non plus dans la fin du monde, parce qu'on trouve un peu les deux choses, c'est-à-dire à la fois on n'a rien fait, on ne sait pas comment faire, ou à la fois vous exagérez. Donc la réalité, c'est qu'il faut avancer et on a un plan d'adaptation au changement climatique qui existe, donc il faut le dérouler. Commençons par cet épisode qui est qualifié d'inédit, d'historique, d'exceptionnel. Voilà, les experts n'ont pas de mots assez forts pour dire voilà le caractère exceptionnel vraiment de cet épisode de chaleur. Est-ce que le gouvernement a mal anticipé cet épisode? C'est l'accusation politique qui est portée. Mais je pense qu'on ne va pas dire que le gouvernement... là, on est en train de mettre sur le compte du gouvernement quand il fait chaud et quand il fait froid. C'est un petit peu ridicule. Ce que le gouvernement a dit de manière très nette, et je l'ai fait quand j'étais ministre, et mes successeurs le font de la même manière, c'est nous allons affronter des épisodes climatiques qui vont devenir plus extrêmes. Il y aura des vagues de froid, des vagues de chaud, des vagues de sécheresse, des vagues d'inondation. Ça, c'est parfaitement dit et explicité. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces événements climatiques extrêmes ? Eh bien, d'abord, on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on essaye de traiter le mal à la racine, c'est-à-dire de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On le fait au niveau français, je veux dire, parce que j'ai vu des critiques des écologistes, on a fait des baisses des émissions de gaz à effet de serre 4 fois plus rapides ces dernières années que le quinquennat Hollande, donc qu'ils balayent devant leur porte avant de dire quoi que ce soit. C'est une baisse de 25% des gaz à émissions de serre, des gaz à effet de serre qui ont été réalisés depuis 8 ans. Et puis on s'adapte. On s'adapte, ça veut dire qu'on anticipe l'impact de ces différents aléas climatiques. Je prends le cas des écoles. En 2023, on a lancé un plan de rénovation des écoles et les chiffres qui circulent portés par les écologistes sur ces rénovations sont parfaitement fantaisistes. C'est plus de 6500 écoles qui ont été rénovées avec l'argent de la Caisse des dépôts, notamment le plan Mais EduRénov. 6500, c'est faible par rapport au nombre d'écoles qui auraient mérité. Mais c'est très important en termes de rythme. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est-à-dire que dans les premières années, le rythme était assez élevé. Il a baissé depuis. Alors, c'est pas tout à fait exact. On est sous contrainte budget. Enfin, non. Ce n'est pas de l'argent du budget de l'État, la Caisse des dépôts. C'est un budget qui est différent. Et eux, ils ont augmenté leur enveloppe. Donc ça, moi, je m'inscris en faux parce que ça, c'est des fake news. Par rapport au plan, vous considérez que par rapport au plan de rénovation des établissements scolaires, on est exactement dans les clous. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le sujet n'est pas forcément un sujet de moyens, c'est aussi un sujet de structuration de la filière, c'est-à-dire la capacité à mener les travaux dans le temps imparti. Il faut trouver des artisans, des PME, des groupes qui fassent les travaux. Il faut monter le cahier des charges. Ce sont les élus locaux qui ont en charge ce travail-là. Donc, ce sont les régions pour les lycées, ça c'est plutôt bien parti. Ce sont les départements pour les collèges. Ce sont les communes pour les écoles primaires. Les communes viennent d'avoir des élections municipales. Il est assez courant, à 6 mois des élections municipales, de mettre un peu le pied sur le frein des projets. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer ça, c'est-à-dire avoir une vision un peu plus décentralisée pour le coup, parce que vous parlez des murs... C'est très décentralisé, puisque oui, mais c'est tellement décentralisé qu'il y a plusieurs collectivités territoriales qui sont concernées. Non, mais c'est assez amusant d'entendre qu'à la fois, il faudrait que ce soit pas centralisé, mais en même temps, il faudrait que ce soit au plus proche du terrain. Au plus proche du terrain, c'est que les communes, les départements et les régions qui sont à la manœuvre avec l'argent de l'État, c'est le fonds vert, et avec l'appui de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, elle n'est pas soumise aux aléas politiques. Elle continue son travail et elle a augmenté ses budgets. Et je veux juste donner un chiffre parce que j'avoue que j'ai une forme d'agacement sur le côté inspection des travaux finis de la part des écologistes. Le budget de la mission écologie depuis 2016 a été multiplié par 2. Par 2. Donc, moi, je veux bien qu'il n'y ait pas assez de moyens pour l'écologie. J'étais la première à essayer d'aller chercher de nouveaux moyens quand j'étais ministre. Et pas avoir obtenu ce que vous vouliez. Et aussi, parce que j'ai obtenu des augmentations. Une multiplication par 2 du budget, ça veut dire qu'il y a eu un réel effort. Bien sûr qu'il faut aller encore plus loin. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé quand on multiplie par 2 un budget. Il n'y a pas beaucoup de portefeuilles où on a fait ça. Il y a un seul portefeuille. C'est celui des armées. De la défense, on a multiplié par de la justice, ça a également été beaucoup augmenté. Ça, c'est aussi tout pour les tristes cires qui nous expliquent. Mais le fonds vert, pas renforcé les services. Le fonds vert, il a été divisé par 3 en 2 ans. Il est passé de 2,5 milliards en 2024 à 837 millions en 2026. Il n'y a jamais eu 2 milliards. Il n'y a jamais eu 2,5 milliards de fonds vert. Jamais. Ça a été voté en décembre pour être ensuite annulé en janvier. Donc en fait, ça n'a jamais existé. Par contre,
il n'y avait pas de fonds vert en 2022. C'est une création du deuxième quinquennat. Donc c'est un plus. Donc là aussi, si vous voulez, il y a eu des évolutions dans les enveloppes et des respirations, mais la réalité, si on prend tout petit peu de recul, c'est une multiplication par 2 des budgets. Et je le redis, est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on a à faire, à la fois en termes d'adaptation au changement climatique et en termes d'atténuation ? Non, sans doute pas. Mais est-ce que ça a été une énorme accélération depuis le quinquennat Hollande ? Oui, de manière évidente. Je le redis, on va 4 fois plus vite sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On a doublé les budgets et on a fortement augmenté, ça n'existait quasiment pas avant, les budgets pour l'adaptation au changement climatique. La question de différentes manières. Est-ce que vous considérez qu'on a pris conscience à la hauteur de la gravité ? Certainement. Et ne serait-ce que sur des choses assez mineures. Vous dites on explique aux gens que les choses sont vraies. On a une ministre, Madame Barbu, de la transition écologique. Je ne dis pas qu'il faut envoyer des ministres à la télé ou les mettre à la radio le matin ou faire des interviews, mais qui pourrait avoir une fonction qui nous donne un petit peu un cap en disant il y a ça, on a un peu traîné là-dessus parce que les moyens. Mais là, on est un petit peu. Enfin, alors, elle est inaudible. Elle est invisible et inaudible. Alors d'abord, elle est en 4e position protocolaire. Moi, ministre de l'écologie, j'ai jamais été à ce niveau-là en protocole. Donc c'est intéressant. Par exemple, marquer. Oui. Mais non, je pense que ça a marqué quand même un choix de positionnement. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on fait sur l'adaptation au changement climatique, c'est un plan que j'avais d'ailleurs porté, et mon prédécesseur avant, Christophe Béchu, qui comporte une 50aine d'actions, qui est très précis, domaine de la culture, comment, vous savez, par exemple, les monuments historiques, ils vont être abîmés par le dérèglement climatique. Faut anticiper, c'est prévu. Évidemment, la climatisation dans les transports publics, la question de la climatisation dans les établissements qui accueillent du public, puisque c'est une responsabilité de l'État. Alors les écoles, les établissements qui accueillent des personnes âgées, les établissements qui accueillent des personnes handicapées. Il faut climatiser les écoles ? Il faut, peu importe la technique, je vais vous dire, il faut qu'à un moment, ça ne puisse pas atteindre 35 degrés. Donc dans les écoles, vous n'avez pas d'autre manière d'interrompre la montée de la température. Oui, bien sûr, il faut climatiser. Dans les écoles qui sont bien construites, bien orientées, bien protégées, si la température dépasse jamais 30 degrés, on est capable d'y vivre. Vous voyez, c'est une question là aussi de pondération. C'est pas blanc ou noir, mais on va avoir besoin de climatisation et on a la chance en France d'avoir une électricité qui est totalement décarbonée, ce qui fait que climatiser en France, ça n'a pas le même impact que dans d'autres pays. Alors, ce n'est pas une invitation à faire n'importe quoi. Parce que vous connaissez cet argument qui est souvent repris, qui est de dire que la climatisation, c'est anti-écologique. Alors, c'était vrai il y a 10 ans. C'était vrai il y a 10 ans quand l'électricité n'était pas totalement décarbonée et on en a malheureusement encore beaucoup, dans les climatiseurs, il y avait des fluides frigorigènes qui sont très émetteurs de carbone. Quand je dis très émetteurs, c'est par rapport au dioxyde de carbone, c'est 100 à 1000 fois plus, voire encore plus. Donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter de relâcher dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui ne sont pas présentes partout, je veux être très claire. Qui d'ici 5 ou 10 ans... Même qui sont présentes aujourd'hui, c'est-à-dire dans les nouvelles installations, c'est ce qu'on a vu notamment hier dans la présentation du président de la République et de toutes les entreprises sur qu'est-ce qui est devant, comment on électrifie. Il y a notamment ces technologies qui permettent de ne pas réchauffer avec ces gaz problématiques. Et les rejets d'air chaud, parce qu'il y a aussi le reproche des rejets d'air chaud. Ensuite, il y a la thermodynamique qui n'est pas sympathique avec nous, c'est-à-dire que quand vous refroidissez dans une pièce, vous relâchez de l'air chaud à l'extérieur. Ça, c'est parfaitement exact. C'est pas un problème lorsque vous êtes pas densément peuplé, ça peut devenir un problème dans les îlots de chaleur. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de réponse blanc ou noir. En fait, il faut faire les meilleures technologies pour baisser la température. Est-ce qu'on a les moyens végétaliser, de faire ça? Mettre de l'eau. Est-ce que ce sont des ambitions qui sont au-dessus de nos moyens? Quand on voit que la moindre chose, et encore on n'a pas le budget 2027. Mais il faut raisonner, en fait, faut raisonner investissement. C'est-à-dire, quand je mets 100 € dans cette politique, qu'est-ce que ça me rapporte? Et vous savez qu'en matière d'adaptation au changement climatique, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que 1 € investi, c'est 7 à 8 € de dommages évités.
Dans le cas de la canicule, ce sont plutôt des dommages sanitaires et des pertes de productivité dans l'économie. Donc ce sont des dommages évités. Mais Donc quand si on a vous un voulez déficit gagner de à ce l'argent, niveau-là, vous avez intérêt à y aller. séparer le déficit investissement et le déficit dépenses courantes, vous voyez. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le déficit dépenses courantes, c'est celui sur lequel il faut arriver à faire des économies. Le déficit investissement, c'est ce qui vous permettra demain, de sous-investir. C'est ce qui vous permettra demain d'avoir des finances publiques en meilleur état. Et donc c'est là où effectivement il y a toute cette réflexion qui me paraît assez importante, et notamment vis-à-vis de l'Europe, de savoir comment on qualifie le déficit. Le budget vert, les investissements verts, théoriquement, ça devrait être regardé comme du bon investissement. Sortant de la règle des 3%. Exactement, parce que ça vous évite de dégrader le déficit public futur. Puisqu'on parle de finances publiques, est-ce qu'il faut, comme l'a proposé Marine Tondelier, un ISF climatique ? En gros, l'idée, c'est faire payer davantage les plus riches, qui sont aussi les plus pollueurs. Je vois que ça vous fait légèrement sourire. Parce que si vous voulez, le nouveau Front populaire n'a de cesse de trouver des voies et moyens pour essayer de taxer plus les riches. Et c'est vrai qu'on a ce fantasme qu'on va aller faire les poches des riches et ça va nous permettre d'investir massivement dans plein de choses, l'éducation, la santé, etc. Mais les milliardaires qui voyagent toute la journée avec leur jet privé, etc., et qui polluent en un mois l'équivalent d'une vie d'une personne modeste. On entend tout ça. Mais là, on est quand même dans le fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, les prélèvements obligatoires en France sont parmi les plus élevés de toutes les économies développées, pour ne pas dire les plus élevés tout court. Et donc, il reste plus grand-chose. Donc, on peut aller rééquilibrer. Moi, je crois plutôt à un rééquilibrage de la fiscalité pour soulager probablement les travailleurs qui aujourd'hui payent beaucoup parce que notre modèle social a conduit à plutôt augmenter la fiscalité sur les travailleurs et probablement la rééquilibrer par rapport aux revenus du capital et effectivement à des personnes dont on a pu voir qu'ils pouvaient échapper à l'impôt. Et je rappelle qu'on vient de voter un projet de loi sur la fraude fiscale. Bon, donc c'est un sujet et il est hors de question de ne pas le traiter. Enfin, il faut le traiter, évidemment. Mais, si vous voulez, la taxation, c'est pas la réponse qui fait papa, maman et le café. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est que quand on matraque fiscalement, on voit qu'on a un effet de rétraction des recettes fiscales, parce que les gens s'organisent tout simplement pour payer moins d'impôts. Ils s'organisent en allant mettre ici un peu d'activité à l'étranger, en faisant un peu moins. Donc, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'investir et d'investir dans des solutions qui rapportent de l'argent à la France. Je m'explique. Quand vous achetez une pompe à chaleur qui est fabriquée en France, je rappelle qu'une pompe à chaleur, ça chauffe, comme son nom l'indique, mais ça peut aussi refroidir, les pompes à chaleur réversibles. Et qu'elle est fabriquée en France, 50% de la valeur revient dans le budget de l'État. Quand vous taxez 50% de la valeur ajoutée, ça veut dire que 50% de la valeur revient dans le budget de l'État. Ça, c'est des bons investissements. C'est-à-dire, d'un côté, vous donnez un petit coup de pouce aux Français pour s'équiper, et c'est plus de bien-être, moins de factures, et de l'autre, vous avez un avantage, c'est que ça vous fait plus de cotisations sociales et plus d'impôts. Ça, c'est gagnant, et c'est tout l'enjeu de ce plan d'électrification, entre autres, qui vise à coupler l'investissement dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans l'adaptation au changement climatique, en faisant en sorte de capter le maximum de retombées économiques sur le territoire français. Sur le parc de voitures électriques, y compris le domaine de l'occasion, puisque ça avait été quelque chose de très problématique, on vous avez déjà interviewé sur ce sujet. Vous considérez qu'on est dans la bonne voie, que c'est suffisant ou que ça traîne un peu ? Toujours avec cette idée de dépolluer en achetant français. Exactement. Alors, ce qui est intéressant sur la voiture électrique, c'est que les parts de marché, les Français achètent proportionnellement, puisqu'ils ont proportionnellement plus de voitures électriques françaises. On est à 20%. Non, là, voiture électrique, aujourd'hui, on était à 30% avant la crise en Iran, pure électrique. On est, semble-t-il, autour de 40-50% dans les nouvelles immatriculations depuis avril. Et je rappelle qu'on rajoute à ça 50% de voitures hybrides. C'est-à-dire que les pures voitures thermiques, ce n'est plus que 20% dans les nouvelles immatriculations. Après, les nouvelles immatriculations, en règle générale, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde achètent de l'occasion. Mais le fait d'augmenter la part d'électrique fait que, comme c'est souvent acheté par des entreprises qui, 3 ou 4 ans après, les remettent sur le marché, ça veut dire que dans 3 à 4 ans, on a un afflux beaucoup plus massif de voitures électriques d'occasion et donc beaucoup moins chères que celles qui sont neuves aujourd'hui. Et l'autre point intéressant,
c'est une petite voiture électrique, je suis prudente, mais une petite voiture électrique, c'est notamment EDF qui mettait ces chiffres en valeur, ça coûte moins cher désormais, tout compris, une petite voiture thermique. Parce qu'avec le prix du carburant, le prix de l'assurance qui est supérieur et le prix de la maintenance qui est également supérieur, eh ben, l'un dans l'autre, ce que vous payez un plus au moment de l'achat, vous pouvez le récupérer. Donc, il faut maintenir toutes les aides qu'il peut y avoir. Il faut les pérenniser. Il faut que les assurances soient toujours moins chères quand c'est l'électrique. Il faut parce qu'il y a un certain nombre... vous êtes dans un moment de transition, Oui, c'est-à-dire que vous voyez que le gap se referme. Donc, au fur et à mesure, entre le coût de l'électrique et le coût du thermique, au fur et à mesure où le coût de l'électrique et du thermique se referme naturellement, on va pouvoir progressivement alléger les avantages. Mais pour répondre très directement à votre question, oui, on a toujours besoin du coup de pouce aujourd'hui, sinon ça ne se ferait pas. On parle un peu de 2027 ? Est-ce que vous insistez La campagne présidentielle qui a démarré, je crois qu'on peut le dire, c'est dans moins d'un an. Où est-ce que vous vous situez, Agnès Pannier-Runacher ? Mais moi, me situe très simplement dans mon parti. Mon parti, c'est Renaissance. Gabriel Attal est candidat pour Renaissance. Vous le soutenez ? Et je me suis de fait, parce que sinon je serais dans un autre parti. Je suis quelqu'un d'assez hier, logique. On avait Marc Ferracci, ou hier ou avant-hier, qui nous disait qu'en gros, il ne savait même pas s'il allait au meeting de Gabriel Attal qui a lieu ce samedi, et qu'en gros, il trouvait qu'il y avait une prise de décision trop pyramidale, trop personnelle, et que vous travaillez... c'est pas vous spécifiquement, mais c'est que l'ambiance de travail générale à Renaissance pour faire un programme était un peu light. Alors, en gros, on marche sur les candidats, mais on ne marche pas sur les programmes. J'ai une vision différente, c'est-à-dire que j'estime que quand vous avez un parti, vous devez avoir un candidat. Quand ce candidat est, je dirais, assez largement soutenu par les militants, c'est une réalité politique. C'est ce qu'a fait Bruno Retailleau aussi, si vous voulez, mais ça ne donne pas forcément une légitimité. Quand il y a quelqu'un comme Édouard Philippe qui existe aussi... Moi, j'estime que Gabriel Attal a une légitimité. D'accord. Bon. Et j'estime aussi qu'il faut un seul candidat sur cet arc républicain bloc central. Et c'est très clair, je veux dire, et je l'ai d'ailleurs toujours dit. Et ensuite, il faut faire vivre et construire le programme. C'est-à-dire que moi, j'ai bien l'intention de peser sur le programme de Renaissance et de peser sur le programme du Bloc central d'une certaine manière. Ça me paraît très important. Et justement, vous le verrez par exemple dans le tract qui annonce le meeting, on a bien, c'est la dette public qui est mis en regard de la dette écologique avec un objectif de résorber ces deux dettes et qui sont mises au même niveau. Et ça me paraît très important. Vous êtes plutôt classé à l'aile gauche des macronistes, on peut le dire comme ça, Agnès Pannier-Runacher ? Oui, moi je m'assume de gauche. Fais partie des gens de gauche qui ont rejoint le président de la République et qui continuent à penser qu'il a eu un rôle social et écologique assez majeur dans notre pays. Est-ce que vous pourriez soutenir en 2027 Raphaël Glucksmann ? Alors, je le redis très simplement. Je ne suis pas place publique. Donc, aujourd'hui, je soutiens... Mais il veut sortir de place publique. Il veut faire plus large. Donc, est-ce que vous pourriez être compatible ? C'est ça un peu la question. Mais je pense que sur cette... je dirais que de Xavier Bertrand à Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve, j'irais même certains... grands anciens du Parti socialiste. Vous voulez parler de François Hollande ? Non, mais il y a une forme de compatibilité, c'est-à-dire que les valeurs centrales, le fait qu'on doit être exigeant vis-à-vis de l'Europe, mais que c'est quand même notre meilleure assurance sur la vie d'agir en Européen par rapport à des puissances comme les États-Unis et la Chine. Le fait qu'on croit à un agenda social, on croit au progrès, on croit à un agenda écologique, qu'on est actif sur les enjeux de parité, de lutte contre les discriminations et de lutte contre l'assignation à résidence. Donc, votre spectre, tous ces éléments-là me paraissent assez convergents. Après, il y a des nuances. Je suis beaucoup plus à gauche que Édouard Philippe. Je veux dire, on en est conscients tous les deux. Édouard assume d'être à droite, j'assume d'être plutôt à gauche. Mais je veux dire, il n'y a pas d'incompatibilité radicale. Il y a une incompatibilité radicale avec le Rassemblement national. Il y a une incompatibilité radicale avec LFI. Comment se fait le tri ? C'est simple. Vous avez cité plein de personnes qui y pensent. Certaines l'ont admis, l'ont déclaré. D'autres avancent masquées. Comment on fait au mois de... Alors déjà, quand ça doit être réglé quand ? Septembre, octobre, novembre, on regarde les sondages, on choisit comment ? Le pacte entre... Vous savez, je pense qu'on a tous observé une campagne présidentielle. Alors, moi, je viens de la société civile, donc je ne vais pas vous faire les grands anciens, mais sur les 2 dernières campagnes, on l'a vu aussi. Vous avez quand même un moment, un élan. Vous avez quelqu'un qui a plus le vent dans les voiles que d'autres. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi.
Ça se sent Peut-être. où? Mais ça se sent. Ça se comment sent dans les ralliements, ça se sent dans les sondages, ça se sent dans les prises de parole, ça se sent dans le fait que lorsque vous faites une émission, vous captez l'attention des Françaises et des Français. Et moi, je pense que c'est utile de ne pas avoir un seul candidat tout de suite. Non, mais ça, Parce on en qu'un est seul loin. candidat tout de suite, vous allez avoir une espèce vous allez avoir les deux extrêmes qui vont se jeter sur le candidat pour le déchiqueter. Donc, ça, on choisira et quand, l'empêcher. enfin ça sera Et les choisi quand Français ont besoin de... Ils ont envie de choisir. Quand? Ils n'ont pas envie qu'on fasse le choix Quand, pour eux. Agnès Pannier-Runacher? Je pense plutôt d'ici la fin de l'année. La fin de l'année 2026. D'ici la fin de l'année, oui. Dernière Alors, question. encore une fois, Dernière ces choses-là question. se... Est-ce que, comme Elisabeth Borne, vous regrettez qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans cette Mais bien sûr que campagne? je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Mais je l'ai vécu en tant que ministre, si vous voulez. Il y a une forme de décote sur la parole des femmes. Voilà, vous êtes moins visible, moins relayé, moins pris au sérieux, souvent discrédité. On vous parle beaucoup plus de comment vous êtes habillé, de quelle est votre coupe. On va sortir les phrases que vous prononcez de leur contexte et vous faire passer pour Martine à la plage. C'est une réalité politique de notre pays. On n'a pas craqué le plafond de verre. On l'a craqué au niveau des ministres aujourd'hui. On a des ministres régaliennes. On pourrait aller plus loin, je pense, mais on n'a pas craqué Premier ministre, on n'a pas craqué Président de la République. Il faut être, je dirais... Craqué avec Elisabeth Borne, si. Oui, mais 2 ministres en 60 ans de la 5e République, ça veut dire qu'on l'a pas craqué. Si elle avait été remplacée par une femme, on l'aurait craqué. Vous voulez participer à ce mouvement de craquage? J'adorerais qu'on puisse effectivement continuer la conquête politique par les femmes. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée. Merci Nathalie. À demain. Bonne soirée sur France Info. Les informés dans un instant.